JT sur Val de Loire TV, soyez les bienvenus. En JT présenté par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Le soleil est attendu tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures en légère hausse. La minimale demain matin 7 degrés, la maximale, vous le voyez, 21 degrés demain après-midi. À la une de ce JT, 6 nouvelles destinations européennes au départ de l'aéroport de Tours. Nous vous en parlions déjà hier. En plus de Londres, Marrakech, Porto ou Marseille, 6 nouvelles destinations vont donc être proposées aux voyageurs au printemps prochain à partir de l'aéroport Tourangeau. Une bonne nouvelle, mais qui cache un petit bémol, on vous expliquera. Plus de 600 personnes ont déjà signé la pétition contre le projet d'implantation d'un méthaniseur à Chanceau-sur-Choisille. Les riverains réunis en collectif craignent des nuisances olfactives et le passage de trop nombreux camions. Plus d'explications à suivre. Des meubles 2 fois plus grands que d'habitude et des accessoires 6 fois plus lourds. C'est le concept de la Maison Géante, une exposition itinérante où l'adulte se retrouve dans la peau d'un enfant. Un lieu ludique pour sensibiliser le grand public aux accidents domestiques. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir. Arnaque au faux conseiller bancaire. Comment s'en prémunir? On posera la question à Joël Constanza, responsable de la communication au sein de l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire, qui sera sur notre plateau. Mais d'abord, la Croatie, Madère, l'Andalousie, le Monténégro, la Crète et l'Albanie. Voici les 6 nouvelles destinations désormais proposées depuis l'aéroport de Tours. Oui, vous le voyez à l'antenne, cette annonce a été faite jeudi soir par Edeis, le gestionnaire de l'équipement. Petite précision tout de même, il ne s'agit pas de vol sec, mais de séjours organisés, disponibles d'avril à septembre 2026. Plus d'explications avec Romain Delville. C'est un nouveau modèle de voyage qui s'implante à l'aéroport de Tours. En plus des lignes régulières, en plus des vols simples, il y aura des vols séjours en 2026. L'an dernier, Maxime Diard a été le premier à le proposer à Tours avec des séjours vers les Pouilles en Italie et le Monténégro. Avec Destination, la société qu'il a créée il y a 4 ans, il vend en 2026 le Monténégro, l'Andalousie, la Crète et l'Albanie. C'est un vol ponctuel, donc mis à disposition de la population locale sur un aéroport, l'aéroport de Tours, vers une destination, quelle qu'elle soit. On parle notamment de la Crète pour 2026. Aéroport de Tours, Héraclion. Sur place, 2, 3, 4 produits. Ça peut être un circuit, ça peut être un séjour inclusif ou un circuit vraiment complet, à des dates précises. Voilà. Un aller à telle date, retour à telle date, une destination, un nombre qui peut être limité de places, en général de sièges, 180. Comme Maxime Diard, Audrey Brégère est venue à l'aéroport de Tours pour présenter 2 destinations, 2 séjours à des responsables d'agences de voyage. La jeune femme est commerciale chez Top of Travel, un tour opérateur qui est spécialisé dans les vols au départ de la province. C'est la première fois que cet acteur historique du tourisme va travailler avec l'aéroport de Tours, avec des voyages vers la Croatie et Madère. Les voyages encadrés, du coup, on a un réceptif sur place qui vient récupérer les clients. Il y a des réunions d'information qui sont faites dans les salles de nos hôtels. Et du coup, vraiment, c'est un voyage organisé, clé en main. L'enjeu est grand pour l'aéroport de Tours car l'année 2025 a été marquée par le fiasco de l'Odyssée, la compagnie aérienne qui a proposé puis annulé des vols au départ de Tours et de Nîmes. Edeis, qui gère ces aéroports, a condamné le manque de professionnalisme de l'Odyssée et trouve avec les tours opérateurs des moyens de faire voyager les touristes tourangeaux. Bien sûr qu'on espère faire oublier cette aventure malheureuse aux habitants de Tours et leur donner des gages de renouveau, mais j'ai envie de dire, nous, c'est une stratégie au long cours. On n'a pas fait d'autant plus d'efforts de prospection à la suite de l'Odyssée. Nous, on est au maximum de tous les contacts qu'on peut prendre avec les opérateurs aériens pour avoir de nouvelles pistes de développement. Donc c'est pas quelque chose qu'on a lancé comme ça depuis 6 mois parce qu'il y a eu cette mésaventure l'Odyssée. C'est quelque chose qu'on fait en permanence. Pour assurer les vols séjours de 2026, les tours opérateurs offrent des gages aux agences de voyage et aux touristes potentiels. Une partie des places est déjà réservée par des groupes type comité d'entreprise ou association, ce qui permet d'officialiser la location de l'avion. Direction à présent Chanceau-sur-Choisille où le projet d'un futur méthaniseur est loin de faire l'unanimité. L'équipement prévu pour accueillir 20 000 tonnes de déchets agricoles et agroalimentaires serait implanté sur la route entre Monet et l'Angénerie. Les riverains craignent un passage trop important de camions et des odeurs incommodantes. Un collectif vient de se monter et une pétition a été lancée. On fait le point avec Faustine Luneau.
On est en train d'informer la population, d'informer les cancéliens de ce qui les attend. Du tractage contre un futur méthaniseur à Chanceaux-sur-Choisille. Ce collectif d'habitants de la commune s'oppose à ce projet depuis qu'il a appris l'autorisation par vote en conseil municipal de la réfection du chemin qui mène au terrain où pourrait être construit ce méthaniseur, ainsi que le dépôt d'un permis de construire. Autoriser les voies d'accès pour les camions d'un méthaniseur qui n'existait pas sur le papier puisque l'autorisation de vote a été faite au mois de mars 2025 alors que le permis de construire a été déposé en juin 2025. Il faut juste qu'on m'explique comment on fait pour deviner qu'il va y avoir un permis de construire. On s'aperçoit que où il y a des méthaniseurs qui ont été installés, et ben autour maintenant il y a des collectifs qui se montent un peu partout. Il y a des nuisances, en particulier les odeurs. Après, il va y avoir effectivement un impact sur la circulation automobile. Des nuisances qui, selon le collectif, pourraient impacter les habitants d'un rayon de 10 km autour du site potentiel. Ce site, c'est cette parcelle de 3 hectares qui borde l'autoroute A28. L'objectif des porteurs de projets, valoriser les matières organiques issues de l'agriculture et de l'agroalimentaire local pour en faire du biogaz et du digesta, un fertilisant naturel pouvant remplacer les produits phytosanitaires sur les cultures. Ça va représenter environ 21 000 tonnes de déchets par an. Donc 21 000 tonnes, ça représente 3 camions par jour. Tous les intrants seront stockés dans des bâtiments fermés avec un système de traitement des odeurs qui permet de mettre le bâtiment sous dépression d'air et donc d'éviter les mauvaises odeurs du site. Un projet qui mûrit depuis plusieurs années dans la tête de ses porteurs. Le permis de construire avait été déposé une première fois en septembre 2024, mais s'était révélé incomplet. C'est donc en juin 2025 qu'a eu lieu un second dépôt. Le maire l'assure, la population a été avertie de ce projet, notamment dans un bulletin municipal. Le collectif, aujourd'hui, se réveille simplement en septembre, suite, bien sûr, donc, à l'incendie que nous avons pu avoir chez Harry Compost, qui est également un des sites du porteur de projet. Et c'est vrai que la population a été relativement très gênée donc, pendant le mois d'août, aussi bien par les odeurs que par les fumées. Aujourd'hui, nous ne sommes ni pour ni contre. Nous avons quand même pas mal de questions. Des questions que les élus ont pu poser ce jeudi dans le cadre d'une commission générale avec les porteurs de projets. Une réunion fermée au public à l'issue de laquelle le conseil municipal rendra un avis et promet de faire un compte-rendu aux habitants. C'est ensuite à la préfecture que reviendra le soin de trancher. Parmi les priorités des jeunes Français, il y a dans l'ordre trouver un emploi, avoir une vie sociale épanouie ou être propriétaire. Se marier n'arrive qu'en 7e position après avoir eu un enfant ou voyager. Pour aider les personnes qui souhaitent réaliser quelques-uns de ces objectifs de vie, direction le parc des expositions de Tours jusqu'à dimanche soir. Tout l'univers de l'habitat, de la rénovation et du mariage y est réuni en un seul lieu. On en parle plus longuement avec notre invité du jour. Astrid Seyès, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la responsable communication à Puzzle Centre, société organisatrice du Salon de l'habitat et du mariage. Alors globalement, depuis les années 2000, les Français se marient moins. Est-ce que ce genre de données peut avoir une influence sur la fréquentation de vos salons ? Alors oui, ça peut toujours avoir une influence, les données visiteurs ou les données sur les Français en général. Après, on voit quand même un effet de mode, je vais dire, sur le mariage en tant que tel, mais plutôt d'un point de vue festif. Aujourd'hui, les jeunes et moins jeunes souhaitent se marier aussi pour faire la fête, pour se rapprocher de leur famille et de leurs proches, et de concrétiser parfois un acte qui est vu administratif, avec un peu plus d'animation et de fête à la clé. Et j'allais dire, même si on ne se marie pas, mais que l'on se paxe, on peut toujours venir au salon du mariage. L'idée, c'est quoi ? C'est de retrouver tous les prestataires de services possibles pour faire la fête. Expliquez-nous. Alors oui, donc on a le côté mariage un peu plus traditionnel avec des propositions de robes et de costumes pour hommes, également les alliances et les bijoux divers, mais on a également des exposants et prestataires qui offrent des solutions pour des réceptions, comme les traiteurs, ou pour organiser des anniversaires, des enterrements de vie de jeunes filles, des enterrements de vie de garçons. Il y a tout ça qui se pense autour de la fête en général.
Et j'allais dire, il ne faut pas forcément se reposer sur ses lauriers parce que ça évolue en fait les demandes. Alors j'ai regardé un peu les exposants. Il y a par exemple des photobooths, des barman itinérants. Enfin voilà, il faut être dans la tendance, j'allais dire. Oui, et c'est un travail qui est fait au quotidien par l'équipe commerciale qui met en place, qui monte le salon au fur et à mesure avec les entreprises participantes. C'est d'aller rechercher la dernière tendance, la dernière nouveauté et dernière innovation. Donc ça passe par des barman itinérants notamment, vous l'avez dit, les photobooths aussi, et les dernières animations qu'on peut trouver. Et ça évolue avec son temps, bien sûr. Alors, du côté, même chose, j'allais dire, du côté du salon de l'habitat, une fois qu'on a sélectionné plusieurs cuisinistes, plusieurs vendeurs de canapés, ben, on fait quoi? On propose quoi? Alors on propose là aussi les dernières innovations en termes de rénovation énergétique, rénovation globale, mais aussi sur les prestations. J'ai pour exemple la prestation par drone où on va aller vérifier les toitures et nettoyer les toitures avec l'utilisation de drones par exemple. Les nouveautés aussi dans un salon de l'habitat, ça va être la partie extérieure, aménager son jardin avec de nouvelles solutions. On y apporte aussi un soin un peu plus particulier qu'avant. Et il y a toute la partie aussi information. On a notamment un espace emploi-formation sur le salon de l'habitat de Tours cette année, où nous avons des entités qui sont là pour conseiller, orienter nos visiteurs parfois à la recherche de nouvelles pistes ou de nouvelles envies. Est-ce que, j'allais dire, le fait de venir sur un salon comme ça qui a pignon sur rue, enfin qui est connu, reconnu, c'est l'assurance d'avoir des professionnels à notre service? Est-ce que vous vous assurez, vous, du professionnalisme des exposants? Oui, tout à fait. C'est le travail important de notre équipe commerciale, c'est déjà de chercher de la proximité de nos entreprises. Donc on est à 95% du local sur du centre Val-de-Loire au sein du salon de l'habitat. Et il y a tout un travail de recherche sur la fiabilité de nos entreprises en amont, bien sûr, du salon. On invite toujours, bien sûr, les visiteurs à aller à la rencontre de différentes entreprises, demander plusieurs devis et de venir s'informer sur les stands d'information notamment. Bon, bah écoutez, merci Astrid. Et je rappelle donc le salon de l'habitat et du mariage jusqu'à dimanche 18h, c'est ça? Oui, samedi. Au parc des Expos. Au parc des Expos, oui, samedi et dimanche, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Alors, ce n'est pas le sujet avec vous, mais l'habitation peut être également le lieu de nombreux risques domestiques pour les plus petits et on en parle ce soir. Découvrir le monde à la hauteur d'un enfant pour mieux voir ses dangers, eh bien, c'est le concept de la maison géante qui a fait escale ce vendredi à Jouer-les-Tours. Une animation pédagogique où les objets de la vie quotidienne sont 2 fois plus grands et 6 fois plus lourds. Une façon ludique pour les adultes de se mettre à la place de leur progéniture. Chérie, j'ai rétréci tout court. C'est un reportage d'Arnaud Potier. Une poignée de casseroles perchées, une table hors d'atteinte, des toilettes géants. Ici, tout semble démesuré et pourtant, nous sommes bien à la hauteur d'un enfant de 2 ans. À la maison géante, les adultes redécouvrent le monde vu d'en bas, celui des tout-petits. C'est un terrain de jeu, en fait, la maison. On a envie de tout découvrir parce que quand on est enfant, on découvre en permanence. Donc, voir les parents faire, on a envie de faire comme les grands. Ce que ça peut leur demander, eux, comme effort, sur les tables, les chaises, avec la hauteur que ça représente, et donc leur apprendre à bien descendre. Ce qui n'est pas un danger pour l'adulte le devient en une fraction de seconde pour un enfant parce qu'il ne voit pas les mêmes choses que nous. Accueilli salle Jacques Brel à Jouer-les-Tours, cette installation itinérante met en lumière les risques du quotidien. Chute, brûlure, intoxication, les accidents domestiques restent la première cause d'accidents graves chez les enfants de moins de 5 ans. En se glissant dans un décor à taille réduite, parents et professionnels prennent conscience de ces dangers souvent invisibles à hauteur d'adultes. Ça s'adresse effectivement aux parents, jeunes parents, futurs parents. Et puis on a même des grands-parents qui sont venus, parce que maintenant il y a beaucoup de relais aussi dans les familles avec les grands-parents. Et les professionnels de la petite enfance qui sont venus en nombre avec les étudiants pour du coup aussi dans le cadre de leur cursus de formation, être sensibilisés dès le départ à cette prévention. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. D'autres stands abordent plus largement la prévention autour de l'eau et des bons gestes à adopter avec les tout-petits. Au-delà de la sécurité, cette démarche s'inscrit dans une politique plus large d'accompagnement à la parentalité. Là, ce n'est qu'un exemple de soutien à la parentalité, faire de la prévention, mais également le soutien à la parentalité, ça va être des ateliers parents-enfants, des ateliers parents-ados, des ateliers parents du répit parental. Une manière ludique et concrète de rappeler qu'avant de grandir, il faut d'abord savoir regarder le monde à hauteur d'enfant.
Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invité Joëlle Constanza, la responsable de la communication au sein de l'UFC Que Choisir d'André-Loire. Pour cette question, arnaque aux faux conseillers bancaires, comment s'en prémunir? Bonsoir Joëlle et bienvenue sur notre plateau. Alors oui, l'arnaque aux faux conseillers bancaires, c'est une arnaque encore très fréquente. On en parle beaucoup dans l'actualité ces derniers jours. Déjà, on peut rappeler quel est ce principe de cette arnaque aux faux conseillers bancaires? Alors en fait, c'est une personne qui va vous téléphoner et qui va se présenter comme étant un conseiller bancaire de votre banque, bien sûr, ou même parfois aussi un personnel du service antifraude. Quand même le pompon. Et bien sûr, cette personne, c'est un escroc. Il va vous demander en fait de lui communiquer vos coordonnées bancaires, par exemple, vos identifiants, de lui renvoyer des codes que vous auriez reçus et renvoyés. Et puis, ou alors, il va vous demander aussi d'effectuer vous-même des opérations via votre espace personnel. Alors, par exemple, ajouter un bénéficiaire. Lui, entre autres. Et tout ça pour, soi-disant, vous protéger d'opérations frauduleuses. Donc des scénarios très complexes, très bien organisés et qui nous mettent un peu dans l'urgence. Oui, alors d'abord, les courriels imitent très bien, si c'est par courriel, ça imite très bien le courriel de la banque. Les numéros, parfois, sont les numéros identiques à ceux de votre banque. Et puis, parfois aussi, ils vous mettent en confiance en vous donnant des informations. Ils connaissent tout de vous, ils connaissent déjà vos coordonnées bancaires, ils connaissent votre nom, votre adresse. Alors, vous dites, c'est bon, c'est bien lui, c'est bien mon conseiller bancaire, je peux y aller. Ça, c'est parce qu'avant, il y a eu un phishing. Alors, le phishing, on en parle régulièrement. On rappelle ce qu'est le phishing. Alors, le phishing, on en parle très, très souvent, mais le phishing, c'est un mail ou un SMS frauduleux qui vient soit d'une administration, enfin, soi-disant d'une administration, hein, par exemple les impôts, qui vous remboursent une somme, donc c'est improbable, ou alors d'une société. Et, ça n'arrive jamais. Et voilà, il vous demande de cliquer sur un lien, et sur ce lien, ils vont vous demander vos coordonnées, votre nom, votre adresse, vos coordonnées bancaires, et puis vous, gentiment, vous donnez toutes ces informations. Et c'est ça le phishing. Informations qui vont être récupérées après. Alors ça, c'est un premier scénario, mais il y en a un autre. Alors ça, je ne le connaissais pas, et on en parle, c'est vrai, dans les médias. Le faux coursier, c'est-à-dire qu'on va carrément aller plus loin dans le scénario en envoyant un coursier à notre porte. Tout à fait. Alors là, ça débute toujours pareil, toujours l'appel de votre soi-disant conseiller bancaire qui va vous dire attention, là c'est très très grave, il y a une opération frauduleuse qui est en train de se faire, donc il vous met, vous savez toujours ce que vous disiez tout à l'heure, dans l'urgence. Pour protéger votre moyen de paiement, il faut absolument mettre à l'abri votre carte bancaire ou alors la détruire. Alors je vais vous envoyer un coursier là immédiatement dans l'heure, vous mettez votre carte bancaire dans une enveloppe et on va la récupérer. Et bien sûr, en plus, il vous donne rendez-vous le lendemain à l'agence pour récupérer, bien sûr, votre nouvelle carte bancaire. Donc, vous êtes relativement rassuré. Vous dites, c'est bon, le coursier arrive, vous donnez votre carte, et entre le moment où votre carte est prise et le rendez-vous, soi-disant à la banque pour récupérer la nouvelle, malheureusement, trop tard, retrait au distributeur ou alors achat. Avoir le code. Il le demande. Hein. Oui. Alors, justement, le message pour terminer, c'est de rester très méfiant et justement vigilant, de respecter ce qu'on nous dit. Restez très vigilant. Attention, j'insiste bien, la banque ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires ou votre numéro, votre code secret ou n'importe quoi. Jamais. La banque n'enverra non plus jamais un coursier pour récupérer. Donc, surtout, vous raccrochez. Vous ne donnez rien, même la carte découpée. Certains nous disent, mais oui, mais on la découpe. Ah oui, non, mais vous découpez peut-être, mais pas la puce. Et la puce, elle sert à être... On est à la fin. Dernière question, si on est victime, qu'est-ce qu'on fait si on est victime de ce genre d'arnaque? Alors, si vous êtes victime, d'abord, avertissez tout de suite votre banque. Alors parfois c'est un petit peu tard. Changez vos mots de passe. Si c'est un problème avec votre carte bancaire, vous faites tout de suite opposition. Et puis nous on vous conseille de faire une pré-plainte. Sur la plateforme TC, c'est ça, sur le site. Et puis si c'est une fraude à la carte bancaire, vous avez un téléservice aussi, je crois, Perceval, si je ne me trompe pas. Service-public.fr en tout cas, si on veut avoir plus d'informations. Et puis surtout, ne donnez jamais vos coordonnées. Enfin, ce sera le message soyez méfiants. De la fin.
Soyez méfiants. Merci beaucoup, Joëlle Constanza, d'être venue sur notre plateau ce soir. Rappel du principal titre avant de se quitter, Hélène. Plus de 600 personnes ont déjà signé la pétition contre le projet d'implantation d'un méthaniseur à Chanceau-sur-Choisille. Les riverains réunis en collectif craignent des nuisances olfactives et le passage de trop nombreux camions. Les porteurs de projets se veulent pourtant rassurants. L'équipement prévu pour accueillir 20 000 tonnes de déchets agricoles et agroalimentaires serait sous dépression d'air pour éviter les mauvaises odeurs et ne générerait que 3 passages de camions par jour. Nous sommes vendredi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Hélène. Et oui, Faustine Luneau reçoit Raphaël Pilbou, qui était élu au sein de la commune de Suèvre lors de la découverte de la petite martyre de la 10. Samedi aura lieu une marche blanche en hommage à Inas pour demander la tenue rapide du procès de ses parents accusés de son meurtre. C'est dans un instant l'invité de la rédaction avec Faustine Luneau. Merci Hélène, très bon week-end à vous. Bon week-end aussi. Et on se donne rendez-vous lundi 17h50 pour une nouvelle semaine de Val de Loire en direct à lundi.